Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Clément Montfort. Clément Montfort est réalisateur. Il a créé la web-série Next qui explore la thématique de l'effondrement de nos sociétés industrielles et de comment y faire face. Il y a quand même des points aveugles dans les médias et l'effondrement en est un parce que, à mon avis, ça parle de la mort, parce que ça remet trop de choses en question, parce que beaucoup n'y croient pas. L'objectif de la série est de s'adresser à un public concerné par ces questionnements, de créer du dialogue et de l'échange. Next est d'ailleurs en financement participatif et des projections sont organisées régulièrement pour permettre au public de se rencontrer. Il a auparavant réalisé plusieurs documentaires sur le sujet de l'écologie, dont La guerre des graines et Soigneurs de terre. Il ne faut pas être dans une construction intellectuelle uniquement, parce qu'on peut aussi perdre le contact avec le présent et la réalité tangible. Nous avons parlé de son parcours de réalisateur, comment il en est venu à s'intéresser à la thématique de l'effondrement, pourquoi il a eu envie d'en faire le sujet d'une web-série. On parle aussi de l'effet de la série, son avenir, du journalisme et des médias, et de l'importance de s'ancrer dans le présent. Bonjour Clément. Salut Alexia. Tu es réalisateur de la web-série Next, qui traite de l'effondrement de notre civilisation et qui cherche à répondre, je crois, à deux questions. À quoi faut-il s'attendre et comment s'y préparer? Avant ça, tu as travaillé sur des documentaires sur l'écologie, notamment sur les semences et sur les sols. Et je voulais savoir d'abord, est-ce que tu te définis comme quelqu'un d'engagé et si Next participe de cet engagement? Oui, effectivement, je me définis comme engagé, mais pas militant au sens où j'ai pas ma carte dans un parti, parce que je me suis jamais reconnu dans une parole partisane. J'ai des sensibilités, des cohérences avec certains partis, mais c'est mouvant en fait en permanence. Par contre, engagé, oui, dans le sens où, disons que j'ai un peu une liste de priorités de sujets qui me paraissent essentiels. Je pense à l'évasion fiscale, qui est un sujet que je traite pas, mais qui fait partie de mon top 3 des priorités. Et dans le top 1, enfin dans le premier du top, il y a l'écologie évidemment. Donc et les préoccupations sociales, l'accueil des migrants, des réfugiés ou l'aide des sans-abri. Voilà, au-delà de ces thématiques-là, disons que j'ai déjà assez de travail avec les trois premières. Voilà, donc engagé dans le sens où oui, je choisis mes thématiques parce que la vie est courte et qu'on peut pas traiter tous les sujets. Donc, si j'ai un engagement, c'est peut-être dans le choix des sujets, exactement. Et du coup, comment est-ce que tu as découvert la thématique de l'effondrement et de la collapsologie? Est-ce que ça a été brutal d'un seul coup ou est-ce que tu as fait le lien entre différents points que tu avais vus avant? En fait, c'est un peu les deux parce que j'avais déjà une approche un peu intuitive des questions d'effondrement parce que en ayant fait les deux premiers films dont tu as parlé au début, je constatais tout simplement qu'il y avait des effondrements d'écosystèmes dans les sols, dans la question de la biodiversité semencière, l'effondrement des populations océaniques, les forêts, etc. Du coup, je retrouvais ces similitudes d'effondrement dans différentes biosphères. Et après, je suis tombé par hasard sur le bouquin Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Par hasard, vraiment. Par hasard, ouais, dans une librairie il y a 2 ans. Et en fait, j'ai lu la 4e de couve, ça m'a parlé, et je suis allé voir avant, juste après, une interview de Mediapart de Pablo Servigne, qui s'appelle Penser l'effondrement et qui est toujours en ligne. Et ça m'a vraiment parlé d'écouter Pablo parler de à la fois l'effondrement systémique global dans tous les domaines des écosystèmes et puis les risques d'effondrement de civilisation, et à la fois de l'entendre parler des possibilités de résilience personnelle et psychologique. Ça m'a intéressé. Du coup, j'ai acheté le bouquin, je l'ai dévoré. Et oui, ça a été un peu un choc dans cette approche tout à coup globale, systémique. Je t'ai entendu dire déjà dans d'autres interviews que quand tu avais lu le bouquin, ça t'avait toi-même fait t'effondrer. Enfin, comme ça le fait à beaucoup de personnes, je crois.
Est-ce que avec un peu de recul maintenant, tu es plus lucide sur ce qui s'est passé à ce moment-là? Quel est le processus dans lequel on passe quand on prend la mesure des bouleversements à venir? En fait, c'était l'effondrement, c'est un gros mot, mais que j'ai vécu personnellement. C'était, comme beaucoup de gens, c'était, il avait commencé bien avant en travaillant sur ces thématiques, et du coup, ça me rendait très triste. Je l'enfouissais un peu au fond de moi, mais ça me rendait triste. Et c'est vrai qu'en lisant le bouquin, ça m'a refait un choc. C'est surtout que, avant d'être effondré par ça, c'est que ça m'obsédait. Je pensais qu'à ça. En fait, je le voyais partout, le pétrole. Je prenais l'avion pour partir en vacances, je pensais qu'à ça, etc. Quand j'étais en ville, j'ai passé, juste après avoir lu le bouquin, j'ai passé un été à Montréal. Et en ville, j'y pensais tout le temps, quoi. Donc c'était plus une obsession. J'arrivais pas à le sortir de ma tête. Je voyais tout sous cet angle-là. Heureusement que cette phase est passée, parce que c'est assez désagréable. Ça a été pour moi et pour mon entourage, ma compagne particulièrement. Ça a un peu décanté. Aujourd'hui, je prends plus de recul et je le prends comme une voie possible, mais j'y pense pas en permanence, quoi. Plus maintenant, heureusement. Je suis plus dans le présent, en fait, je crois, parce que ces réflexions-là sur 2050, 2040, 2030, en fait, on est en permanence dans la projection. Et je crois que j'ai décidé volontairement d'arrêter de trop me projeter pour être dans le présent et profiter de la vie au quotidien. Pas en mode je m'en foutiste, mais plus me dire que d'avoir en permanence peur du futur, ça va pas faire autre chose que pourrir la vie, quoi. Donc c'est le pouvoir du moment présent. Ouais, Eckhart Tolle. Et, pourquoi du coup pourquoi t'as décidé de faire Next? Comment t'as décidé et qu'est-ce qui s'est joué là? En fait, je trouvais que la thématique était vraiment forte et que tout à coup il y avait des personnes, en l'occurrence Pablo et Raphaël, qui étaient assez qui incarnaient bien le propos, en tout cas. Et pour faire un film ou pour faire une série, il faut des gens qui permettent de passer le message, parce qu'on va pas faire une vidéo avec que du commentaire. Donc là, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire. J'ai mis du temps à aboutir à la forme de la série, mais je me suis dit au final que c'était le plus simple pour dire beaucoup de choses, parce qu'avec une série, je peux le faire dans la durée. Et puis, je me suis dit qu'il pourrait y avoir un côté communautaire sympathique avec un principe de série, parce que du coup, les gens peuvent se rencontrer lors des avant-premières que je fais tous les mois à Paris, et puis échanger, discuter, se sentir moins seul. Donc, c'était à la fois un projet d'information, mais plus sur le côté émotionnel, parce que je trouvais que c'est ce qui était le plus intéressant dans la thématique de l'effondrement, et à la fois un côté communautaire, qu'on se rencontre et qu'on discute. Voilà. Et justement, est-ce que tu dirais que Next, pour toi ou pour le public, ça a une visée un peu thérapeutique ou un effet un peu thérapeutique, le fait de se confronter, aussi d'être ensemble, d'avoir un échange de paroles et d'être et en fait dans Next, on parle directement d'effondrement. On n'est pas là à essayer de convaincre pourquoi on en est arrivé là, etc. On n'est pas dans ce type de rapport-là. Du coup, je me dis, il y a un effet un peu cathartique aussi d'affronter tout ça directement. Oui, c'est ce que j'espérais en tout cas, mais sans sortir de mon rôle, parce que je suis pas médecin et je suis pas psychothérapeute. Mais par contre, je pense que justement, on a tous en tant que personne une capacité à écouter les autres, et ça fait du bien sur ces thématiques-là, ou quel que soit le point où on est chacun dans l'information sur l'écologie. On a tous un peu des choses à dire, des réactions, des moments de peur, de doute, et ça fait du bien d'en parler. Et du coup, si la série peut encourager la discussion, et je crois que c'est le cas, donc tant mieux, j'ai réussi une part de mon travail. Après, il y a des gens qui sont tellement mal avec ça qu'elles ont besoin d'aller voir des psys, et là, c'est le boulot d'un psy, quoi. Ouais. Mais si ça a un côté catharsique, tant mieux. En tout cas, moi, personnellement, ça me fait du bien de faire ça, de faire cette série. Et ça me fait du bien de faire des soirées auxquelles tu viens d'ailleurs, pour échanger autour de tout ça. Et j'ai plus l'impression de laisser ça dans un coin de ma tête uniquement. Et ça permet de sensibiliser des gens. Je sais que ça devient un matériau, les vidéos que les gens peuvent envoyer à leurs amis pour essayer de communiquer. Donc tant mieux si ça peut faire du bien. Est-ce que toi, dans ton entourage, dans ta famille, avec tes amis, etc., tu essayes de convaincre sur ces sujets? Ou est-ce que tu mets ça de côté quand c'est des occasions qui s'y prêtent pas, ou voilà? Parce que c'est un gros sujet quand même de savoir comment gérer
comment gérer ça dans son entourage. Est-ce qu'il faut en parler ou pas? Est-ce qu'il faut essayer de convaincre les gens? Est-ce qu'il faut essayer de leur mettre tous les faits les uns devant les autres? Ou pas? En fait, j'ai eu une grosse phase où j'ai essayé de convaincre, mais c'était avant de faire la série. Aujourd'hui que je fais ça, j'en parle le moins possible autour de moi, dans ma famille et avec mes amis. Déjà parce qu'ils connaissent la série et qu'ils l'ont vue. Et ensuite parce que j'essaye de pas parler que de ça, surtout. Et puis j'ai l'impression de faire mon travail déjà dans la série. Mais par contre, avant de la faire, j'ai eu une phase où j'ai essayé de convaincre tous mes proches et c'était épuisant, quoi. C'était épuisant. Et puis ça ne marchait pas forcément, ça plombait l'ambiance. Donc cette phase est finie, et tant mieux. Après, c'est vrai que le fait d'avoir vu la série, notamment mes parents, ils ont commencé à comprendre quand ils ont vu mon travail. Et ils sont maintenant conscients de ce qui risque de se passer? Ouais, beaucoup plus. Et toi, c'est quoi ta vision de l'effondrement? Qu'est-ce que tu pressens qui pourrait arriver? Sans rentrer dans des considérations trop scientifiques, mais ton intuition. En fait, j'essaye de pas anticiper trop sur les choses à venir parce que ça peut partir très loin et on peut vraiment se faire peur. Mais j'essaye de faire le constat de ce qui a déjà eu lieu. Et je parlais de l'effondrement des écosystèmes aujourd'hui, tout à l'heure là, parce que ça c'est des choses tangibles dont on peut parler, qui sont scientifiques, vérifiées scientifiquement et qu'on peut pas contredire. Après, j'essaye de pas trop penser à ce qui pourrait se passer parce que faut pas être dans une construction intellectuelle uniquement parce qu'on peut aussi perdre le contact avec le présent et la réalité tangible. Et je crois que c'est Bruno Latour qui dit ça. C'est une thématique qui peut rendre fou. Et j'ai décidé de prendre cette phrase très au sérieux parce que je sais que c'est une thématique qui peut rendre fou. Donc je vais pas chercher trop loin pour pas me faire trop peur. Je reste aux données scientifiques. Après, ce que j'essaye de faire aussi pour rester pour pas paniquer ou devenir complètement dépressif, c'est j'essaye de penser à ce qui va rester. Ça peut paraître un peu poétique ou théorique dit comme ça, mais il y a 2 semaines, j'étais à Biarritz pour un festival de documentaires et j'étais au bord de la mer, je regardais la mer et ça me rassurait de me dire que quoi qu'il se passe, il y aura toujours des vagues qui vont s'échouer sur la mer, ça sera toujours beau, ça sera toujours apaisant. Bon, il y aura peut-être plus de poissons dans la mer et ça sera peut-être très compliqué, mais je trouve ça assez apaisant dans des phases où je pourrais m'inquiéter, de regarder la nature et de me dire ok, les arbres ils seront a priori toujours là. Ces écosystèmes-là vont rester, ils seront peut-être abîmés, mais ils seront toujours là. Le ciel, il y aura toujours des jours avec un beau ciel bleu, etc. Ça peut paraître un peu poétique et lointain de dire ça, mais c'est aussi parce que quand on rentre dans ces questions d'effondrement, on a l'impression que tout va changer. Mais en fait, même si beaucoup de choses changent, il y a quand même des choses tangibles qui vont rester. Et je pense qu'il peut faire très peur et être vertigineux quand on s'intéresse à l'effondrement, c'est de se dire qu'on va tout perdre. Et ça va pas être le cas. Mais je pense que c'est une des pistes pour aller vers la folie, c'est de se dire qu'on va vraiment tout perdre et qu'on va rien reconnaître. Ça, je pense que c'est pas vrai. Et du coup, ça veut dire que est-ce que t'as changé des choses dans ta vie pour te préparer à ce déclin ou cet effondrement? Est-ce que ça a changé concrètement quelque chose? Alors j'ai pas commencé à cultiver de légumes, j'ai pas l'intention de quitter Paris pour l'instant. En revanche, j'ai la maison de ma grand-mère à la campagne et dans une discussion familiale, on s'est dit que finalement, parce qu'il était question on se posait la question de la garder ou pas dans les années qui viennent et ça a changé notre discussion familiale et on s'est dit qu'on allait la garder. Donc j'ai pas envie de quitter la ville parce que je me dis que mon destin pour l'instant il est lié à la ville et que j'ai pas envie de quitter le bateau. Et puis il va se passer plein de choses en ville et ça va être intéressant. Après, ce que je change au quotidien, c'est que je parlais déjà beaucoup aux gens, mes voisins ou les gens autour de moi, les commerçants, etc. Je le fais encore plus parce que je me dis que quoi qu'il se passe, ça va se jouer au niveau très local. S'il y a une pénurie alimentaire, une pénurie d'énergie, en fait, c'est avec nos voisins proches qu'on va avoir à gérer ça. S'il y a des pannes d'électricité et qu'on n'a plus de téléphone, c'est avec nos voisins proches qu'on va avoir à gérer ça. Donc, j'essaye de
d'apprendre à désamorcer des situations tendues quand elles le sont. Je me suis intéressé à la communication non violente, par exemple, qui est très intéressante, qui est une méthode assez simple en fait à appliquer, qui est pas un truc New Age complètement à la mode. Donc c'est plus j'ai envie de dire des compétences sociales que j'ai envie d'essayer d'acquérir parce que ça va se jouer dans des groupes, sur l'entraide, voilà. Après, je me dis comment la ville pourrait changer, et je pense par exemple qu'on se mettrait à exploiter les jardins publics pour planter des pommes de terre ou des choses comme ça, qu'on virerait le bitume pour mettre des pommes de terre ou enfin, les choses faciles et rapides à cultiver. Mais après, moi, dans ma vie quotidienne, non, je prends toujours l'avion. J'ai pas de véhicule, mais il m'arrive d'en louer. Je suis pas un écolo exemplaire. Non, t'as des contradictions comme tout le monde, quoi. Enfin, ou des contradictions. Contradictions, oui et non, parce que je prétends pas être quoi que ce soit, ni zéro déchet, ni, enfin, tu vois, je suis pas dans cette course-là à la perfection écologique en fait. Parce que c'est pas la phase dans laquelle je suis en ce moment. Enfin, je cherche pas à faire ça. Je pense pas qu'il y ait de perfection dans tous les cas, mais. Non, mais parfois, tu sais, enfin, tu vois ce que je veux dire, on peut se sentir un peu. Il y a aussi beaucoup de jugement, quoi, envers soi-même et envers les autres. Mais c'est aussi parce qu'il y a, en fait, j'ai surtout pas envie d'être moralisateur ou quoi que ce soit, et j'ai pas envie d'être exemplaire ou quoi que ce soit. Je suis loin de l'être. Et je veux pas l'être en fait, et parce que je pense que le problème il se joue pas uniquement là, et puis de toute façon, enfin j'ai pour avoir lu des bouquins comme le bouquin Sapiens, je suis tombé sur des infos qui m'ont explosé dans la tête, et je me suis dit mais c'est dingue, par exemple le fait que depuis qu'on a inventé l'agriculture il y a 12 000 ans, on abîme les écosystèmes. Donc le problème il est beaucoup plus ancien que le fait de pas trier ses déchets. C'est un problème qui est ancré en nous depuis des milliers d'années, et après, je pense que le zéro déchet est une bonne chose, mais je m'arrête vraiment sur ce point-là, mais je suis plutôt pour militer, par exemple, pour que ça soit facile et disponible pour tout le monde. Par exemple, la question des semences paysannes, me battre pour que Carrefour, Biocoop, etc. se mettent aux semences paysannes, pour qu'on vende en vrac dans tous les supermarchés. En fait, j'ai une part de moi qui me dit, je me mettrai à ça quand ça sera facilement accessible. Et c'est aussi pour pas mettre tout le poids de ces problèmes sur l'éco-citoyenneté en fait. Les gens peuvent être engagés, mais c'est des changements de système beaucoup plus globaux qu'il faut qu'ils se passent. Ouais, je pense que par exemple s'il y avait et il y en a une, mais prendre part à la révolte citoyenne contre le politique et le fait qu'il y ait un déni total sur la situation environnementale, oui, je suis preneur, j'en fais partie, et là, par contre, je m'inscris là-dedans à 100%. Mais de reporter ça sur le citoyen qui doit trier ses déchets, je suis un peu un mauvais élève et je suis un peu un rebelle là-dessus, et je veux volontairement... j'ai un côté un peu provocateur, et j'ai un peu envie d'être provocateur là-dessus, parce que je pense que c'est d'abord en faisant pression sur le politique qu'on va changer les choses... Ouais, sortir du nucléaire. Enfin, voilà, c'est des choses essentielles qu'il faut traiter. On va mettre des déchets à Bure qui vont être là pendant des milliers d'années. Trier ces déchets, c'est important, mais il y a des choses beaucoup plus prioritaires à gérer, je pense. Et du coup, ça m'amène à ma question sur l'action, ou plutôt l'inaction politique. Est-ce que il faut garder espoir que la classe politique et aussi les industriels se mettent en marche, ou est-ce qu'on a le droit d'être complètement désespéré maintenant depuis la cinquantaine d'années où il se passe rien? Je pense qu'il faut pas... Enfin, moi aussi, je suis désespéré par rapport à la classe politique sur les questions environnementales. Je pense qu'il faut pas attendre qu'ils se mettent en marche. Je pense qu'il faut leur mettre une pression comme ils l'ont jamais imaginé. Notamment avec des processus de boycott citoyen comme l'association iBoycott, que j'apprécie particulièrement. Je pense qu'il faut qu'on reprenne conscience de notre pouvoir en tant que citoyen et pouvoir en tant que consommateur. Je suis loin d'être le premier à le dire. Mais je pense que il y a ce truc aux États-Unis des class action où ils se réunissent pour faire bouger des entreprises. Je pense que ça, c'est vraiment énorme. Et quand il y a des politiques engagées
On va pas les mettre tous dans le même panier. Il y a des mecs comme Philippe Lamberts qui sont extrêmement engagés contre les lobbies des banques, etc. Mais ils ont besoin de la tenaille citoyenne de l'autre côté. Et ça, pour l'instant, je pense qu'on est clairement pas assez structuré et puissant. Et les réseaux sociaux aident, mais ça suffit pas. Je pense qu'il y a vraiment tout un volet d'action citoyenne à mobiliser encore plus. On l'a vu avec la COP21, c'est quand même très actif, mais je pense qu'on est qu'au premier stade et qu'il faut aller encore beaucoup plus loin. En créant des festivals de l'engagement citoyen, mais de la citoyenneté dure, enfin de la citoyenneté pas violente, mais de la citoyenneté dure au sens où on fait de la désobéissance civile, où on s'oppose physiquement, comme le fait ANV COP21, à des événements. Voilà, je pense que ça c'est la marche à suivre. Il faut faire barrage avec nos corps sur les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, quoi. Et il y a aussi un sujet du côté des médias. Il y a quand même le relais médiatique de l'effondrement au sens large, il est très faible. Enfin, c'est difficile d'avoir la parole. Toi, tu l'as bien vu avec la web série. On aime bien parler de journalisme positif, des initiatives, des alternatives, etc. Mais sur les vrais sujets qui font peur, il se passe peu de choses en fait. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Il se passe peu de choses. En fait, il parle des petites mauvaises nouvelles, ou après. Ou alors on parle des énergies renouvelables qui sont la solution à tout, ou alors encore aller coloniser Mars. Voilà. Mais sur les vrais sujets, je trouve ça fou, quoi. Ouais, bah moi aussi j'ai pas de réponse, c'est complètement dingue. Encore une fois, sans faire de généralité, mais il y a quand même des points aveugles dans les médias. Et l'effondrement en est un parce que, à mon avis, ça parle de la mort, parce que ça remet trop de choses en question, parce que beaucoup n'y croient pas. Et puis les questions d'effondrement, évidemment, il y avait Jared Diamond et le Club de Rome, mais tel que traité par Servigne et Raphaël Stevens, c'est quand même assez récent. En France, la télévision est rarement très en avant sur les questions de société. Elle va s'emparer des sujets quand c'est des signaux importants. Les signaux faibles, elle les traite pas. Tu vois jamais des initiatives citoyennes qui ont peu d'écho à la télévision. Et pour l'instant, quand tu regardes l'effondrement et ces questions-là, ça a pas assez d'écho en fait. Il y a pas assez de résonance pour qu'ils en parlent. Et c'est un vrai problème. La télévision aujourd'hui prend peu de risques en termes de propos, en termes de format. Et parler d'effondrement, c'est compliqué sur le format. Moi, je me suis cassé la tête pendant 2 ans pour arriver à ce que je fais là, et je pense que je pourrais faire beaucoup mieux, mais j'ai pas encore trouvé comment. Et voilà, le propos est compliqué. Demander à des gens de financer une série qui parle d'effondrement, c'est un peu compliqué. Enfin, ça marche pour l'instant, mais c'est un peu périlleux économiquement quand même. Donc, je pense qu'ils en parleront, mais très tard, ou ils en parleront pas, et du coup, on laissera beaucoup de gens dans l'incompréhension totale si ces choses-là se produisent. Mais elles se produisent déjà. L'effondrement des écosystèmes, il a déjà lieu, quoi. Et un bon gros documentaire, par exemple, qui expliquerait l'effondrement de tous les écosystèmes aujourd'hui, il serait invendable à la télé. Un doc simple qui, en fait, il y a une aujourd'hui, quand tu veux vendre un documentaire et t'as l'impression qu'il te demande de réinventer le format, d'être un génie, de proposer des trucs de dingue. C'est une réflexion que je trouve un peu stérile sur la forme, alors que ce qui fait un bon film, c'est une bonne histoire et une vraie problématique. Sur le même sujet de comment on diffuse des imaginaires et des images sur le sujet de l'effondrement, qu'est-ce que tu penses de l'importance de créer de nouveaux récits pour imaginer le monde de demain? Parce que bon, voilà, on pense tous à des scénarios un peu apocalyptiques, qui font que enfoncer encore plus et voir toujours la noirceur. Mais est-ce qu'il y aurait pas des nouveaux imaginaires à créer, ce que la science-fiction fait, mais à diffuser plus largement? Ouais, certainement. Mais comme tu dis, la science-fiction le fait très bien. Moi, il se trouve que c'est pas j'ai pas cette corde à mon arc pour l'instant. La fiction, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé ou que je maîtrise. Après, c'est vrai que ça me fait du bien. Je lis un peu de science-fiction, ça me fait du bien. Mais oui, je pense qu'il faut qu'on aille vers cette voie-là, vers plus de contes, de spectacles, de stand-up qui parlent de tout ça.
Après, c'est compliqué parce que comment tu fais la différence entre un simple récit ou le début d'une secte ou d'une religion? On sait pas ce qui va se passer, on sait pas comment on va être. Donc à qui faire confiance dans tout ça? Quand quelqu'un vient me dire oui, ça peut se passer comme ça, ou on peut se comporter comme ça, en fait, on n'a pas de preuves. On n'en sait rien. Comment savoir à quel récit se fier? C'est compliqué. Faut être méfiant et dans les périodes compliquées où l'avenir et où le présent est pas simple à lire, il y a plein de néo-prophètes qui émergent et qui essaient de t'expliquer ce que ça va être et qui essayent de accessoirement se faire de l'argent, mais l'ami Vilude qui gère la croissance et le développement des sectes en France, je pense qu'ils vont avoir du boulot dans les années qui viennent. Et alors, comment elle est reçue auprès du public, ta web-série Next? Est-ce que qu'est-ce que tu apprends aussi auprès du public? Qu'est-ce que tu as comme genre d'échange avec les gens? Est-ce qu'ils sont contents, soulagés, ils te remercient, ils ont des critiques, ils ont des remarques? Pour l'instant, c'est plutôt des messages positifs, d'encouragement. Il y a pas mal de gens qui m'écrivent pour me dire que ils se sentent moins seuls et ils sont contents de moins se sentir fous, ou en tout cas d'avoir un lien à donner quand on leur dit qu'ils sont fous. Donc là-dessus, je suis content. Ouais, c'est plutôt positif et il y a plein de gens qui m'écrivent pour me proposer des sujets, des idées de personnes à interviewer. Je pense à Philippe Biwix, par exemple, ou Jean Covici, que tu connais, et plein d'autres propositions. Donc c'est assez chouette. Donc c'est plutôt des messages positifs pour l'instant. Je pense que ceux qui n'aiment pas, ils prennent pas le temps de m'écrire. Mais j'aimerais bien qu'ils le fassent parce que ça me permettrait d'améliorer quand même. Il y a pas mal de gens aussi qui m'ont écrit en me disant qu'ils avaient découvert la collapsologie et qu'ils avaient lu le bouquin de Pablo et Raphaël après. Donc tant mieux en fait, parce que il y a pas mal de gens qui me demandent mais quand est-ce que tu vas nous expliquer ce que c'est que l'effondrement, etc. Mais c'est pas trop mon projet en fait là dans la série, c'est plutôt de parler des côtés psychologiques et de l'accompagnement ou comment vivre avec. Et parce que je considère que si on veut comprendre ce qu'est l'effondrement, bah déjà il y a le bouquin à lire, et puis il y a plein de vidéos de conférences sur internet, et pour expliquer vraiment ce que c'est que ces risques d'effondrement, il faut des heures ou des bouquins, et c'est très long quoi. Moi je vais pas faire mieux que les autres. Une conférence bien faite, y a pas mieux quoi, et c'est pas mon boulot là, c'est pas le projet. Et donc du coup tu travailles sur la suite des épisodes. Tu penses que ça va te mener longtemps? Longtemps, mais en tout cas je vais continuer tant que j'aurai des personnes à interviewer et des sujets à traiter. Là j'en ai encore pour 1 an au moins, donc 12 épisodes. Après je verrai comment le projet évolue, c'est aussi le côté flexible d'internet. Je verrai d'ici là si on a toujours l'électricité si je peux continuer. En tout cas je prends du plaisir à faire ça et ça aide les gens, donc tant mieux. Là je vais faire un prochain épisode, dans les prochains, au salon du survivalisme, sur pour explorer un peu tous les aspects de ce courant, d'abord américain et puis très présent en France aussi. Je vais continuer sur l'éco-psychologie, donc les thérapeutes qui accompagnent les gens qui sont seuls face au nouvel environnemental. Je vais quand même faire des épisodes pour être un peu plus précis sur ce qu'est la rupture énergétique et l'effondrement des écosystèmes, pour faire un petit topo quand même, sans faire une conférence. Et puis tous les thèmes que je garde secrets pour la suite. Ouais. Tu dirais que ça te fait du bien, toi, de travailler sur Next? Ouais, moi ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que du coup je rencontre plein de gens avec ça, parce qu'on en parle, parce que ça permet de faire se diffuser le sujet. Et ouais, ça me fait du bien, parce que j'ai l'impression de parler d'un sujet important sans plomber le moral et sans être l'oiseau de mauvais augure non plus. En fait, avant de faire ce métier, il y a 10 ans, je voulais être médecin, et donc je voyais ça comme... je voulais être urgentiste, et je voyais ça comme le rôle social extrêmement utile. Et depuis, j'ai eu du mal après à retrouver un autre métier qui soit qui est le 10e de l'utilité que peut avoir un médecin urgentiste. Et c'est un peu par hasard que je me suis retrouvé à faire ce métier-là, et du coup, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu utile. Pas autant qu'un médecin, mais c'est déjà ça. Et est-ce que tu penses que le sujet de l'effondrement, tu pourrais essayer de le traiter pour la télévision, pour une chaîne, ou tu penses qu'il faut mieux que tu restes sur du financement indépendant et
la diffusion sur Internet? Faut voir dans quelles conditions. Moi, je suis pas fermé à l'idée de le faire pour une chaîne, mais vraiment, faut voir dans quelles conditions, parce que j'ai pas envie qu'on me dise qu'il faut une fin heureuse, qu'il faut une morale à l'histoire ou des choses comme ça, ce qui est souvent le cas à la télé. Voilà, je suis ouvert à la discussion. Par contre, j'irai jamais me battre pour le vendre. J'irai jamais me battre pour faire un dossier, parce qu'à la télé, il faut faire des dossiers pour expliquer ce que tu veux faire, etc. On m'a déjà proposé de me l'acheter. Un mec qui avait bossé pour Canal+, et qui avait sa boîte de prod, mais c'était le lancement du projet, j'avais vraiment pas envie de le vendre et j'ai toujours pas envie de le vendre. En fait, c'est pas d'être sur YouTube avec Tipeee, avec les financeurs, c'est vraiment pas un second choix. J'avais essayé au début de le vendre, mais c'était avant de connaître Tipeee, avant de savoir que je pouvais financer comme ça. Donc ouais, je suis complètement libre de le traiter comme je veux et ça peut pas être mieux en fait. Est-ce que tu as des conseils ou un conseil pour toutes les personnes qui peut-être viennent de prendre conscience de tous ces sujets un peu durs? Comment amortir le choc? Ou est-ce que au contraire il faut forcément laisser la courbe de deuil se passer et prendre le temps de digérer? Ouais, je dirais plusieurs choses, mais déjà en parler avec des gens qui sont sensibles et pas forcément essayer de convaincre ceux qui le sont pas au début, parce que on peut s'épuiser à le faire et s'énerver, passer par plein de phases. Donc trouver des gens à qui on peut en parler, et il y a plein de réseaux sur Internet pour le faire. Je pense à Transition 2030 ou sur le groupe des spectateurs de Next sur Facebook. Mais donc trouver des gens à qui en parler, même si on les connaît pas, c'est un super moyen pour rencontrer des gens. Et puis après, ce que je disais tout à l'heure, c'est revenir au présent et profiter de la vie. Ça veut pas dire prendre l'avion tous les jours, mais se faire des repas entre amis, boire des coups, aller au cinéma, se changer les idées, et juste pas oublier que faut profiter de la vie et que y a pas que l'effondrement dans la vie. Non, mais c'est important. Ça te fait rire, mais profiter de la vie, quoi, parce que on sait pas ce qui peut se passer. On peut se faire écraser par un bus avant l'effondrement et ça aurait été con de. C'est ce que je me dis aussi. Non mais c'est juste pas oublier le présent, quoi. Donc pas saouler ses proches avec ça, et parfois là, essayer de convaincre, c'est la meilleure façon de faire en sorte que les gens s'y intéressent pas, et ça retarde le moment où ils vont s'y intéresser. Donc des fois il faut accepter de patienter. Les gens ils voient bien que ce sujet t'intéresse et te préoccupe, donc ça suffit. Ils s'y intéresseront le moment venu, tu seras peut-être pas là, mais le fait d'être préoccupé par le sujet ou d'avoir lu un bouquin, ça se transmet tout seul en fait aussi. Je pense qu'il faut pas être trop prosélyte ou forcer le message. Merci Clément. Merci à toi. Longue vie à ton podcast. Merci, longue vie à Next. Merci. Merci beaucoup à Clément Montfort pour notre conversation et merci à vous tous pour votre écoute et vos retours. Vous pouvez soutenir Présage en partageant les épisodes, en vous abonnant sur votre plateforme préférée ou en me mettant 5 étoiles sur iTunes pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell mixé par Paloma Colombe. Vous pouvez retrouver des liens et des ressources pour approfondir les sujets dont on a parlé dans les épisodes sur le site présage.fr. À très vite.